On n'y coupera pas. Le travail à distance s'installe dans les entreprises françaises. Depuis les pionniers en 2006, une centaine d'accords ont été signés dans les sociétés de plus de 150 salariés. Et la montée en puissance de ce dispositif, qui malgré son entrée dans le Code du travail en mars, doit affiner ses modes d'organisation, ne devrait plus cesser. Dans les pays anglo-saxons et les pays du nord de l'Europe, le télétravail concerne 20 à 30 % des salariés et continue de progresser. En France, il ne touche encore que 12,4 % des travailleurs, même si le taux de satisfaction est de 96 % dans les entreprises où il a été mis en place, affirme Cécilia Durieux du cabinet Greenworking, auteur d'une étude commandée par l'ex-ministre Éric Besson. Cette possibilité offerte aux salariés de travailler quelques heures, quelques jours ou en quasi-totalité à l'extérieur du bureau offre des avantages. Les entreprises optent pour le travail à distance afin de permettre à leurs salariés de mieux concilier leur vie privée et leur vie professionnelle. Moins de transport et plus de calme, c'est plus de temps consacré au sommeil, aux loisirs. C'est aussi plus de concentration et moins de stress. Le télétravail permet d'améliorer la productivité de 22 % en moyenne, estime la consultante. Cependant, si les télétravailleurs se disent heureux, les managers sont plus réticents. Pour réussir, ils doivent trouver un équilibre entre confiance et contrôle et apprendre à gérer leurs équipes autrement. Avec deux dérives à éviter, d'un côté le risque accru de ne plus trouver les limites entre travail et vie personnelle, et de l'autre, les difficultés à transmettre à distance les valeurs d'adhésion et d'engagement au projet de l'entreprise.
Les premières tentatives pour saisir l'opinion des populations à l'occasion d'élections sont apparues au XIXe siècle aux États-Unis avec les straw votes ou votes de paille. Il s'agissait de simulations organisées par des journaux en interrogeant leurs lecteurs via différentes modalités, la plus courante étant le bulletin à découper et à renvoyer. Portant sur des échantillons très larges, constitués de façon aléatoire et n'offrant aucune garantie de représentativité, cette méthode se révèle assez rapidement insatisfaisante. Au début des années 1930, George Gallup, statisticien, sociologue et fondateur de l'American Institute of Public Opinion, 1935, développe une méthode scientifique de sondage d'opinion fondée sur le contact direct avec un nombre restreint de personnes, méthode des quotas, minutieusement sélectionnée pour être représentative de populations beaucoup plus vastes. C'est ainsi qu'en 1936, à partir d'un échantillon de 5000 sondés, panel représentatif, il prévoit la réélection du président américain Franklin Roosevelt avec 55,7% des suffrages. Il fera 61% quand le magazine Literary Digest, à partir de quelques millions de coupons retournés sur 10 millions envoyés, de listes de propriétaires de voitures et d'abonnés au téléphone, prédit la défaite du candidat démocrate au profit du républicain Alfred Landon. La justesse de la prédiction consacre la méthode. En 1938, les premières enquêtes d'opinion arrivent en France sous l'impulsion de Jean Stutzel, sociologue, inventeur du mot sondage et fondateur de l'Institut français d'opinion publique. On connaît la suite.
Un Français sur deux a recours à l'automédication, une pratique qui reste basée sur les conseils du pharmacien, selon une étude IFOP-PHR, groupement de pharmaciens disant représenter 11% des pharmacies, publiée jeudi. Si 91% des personnes interrogées estiment que les Français consomment trop de médicaments, un sondé sur deux dit cependant acheter souvent ou de temps en temps des médicaments sans avoir consulté un professionnel de santé. La proportion est la même concernant l'achat après avoir pris conseil auprès d'un pharmacien. Parmi les personnes interrogées, 97% disent avoir tout à fait ou plutôt confiance en leur médecin généraliste, 94% en leur pharmacien. Mais pour l'obtention de conseils sur un renouvellement d'ordonnance ou les effets secondaires d'un médicament, 27% et 28% des personnes sollicitent respectivement en priorité les pharmaciens, le recours aux médecins se révélant ainsi moins systématique, note l'étude. Le pharmacien joue par ailleurs un rôle important dans la délivrance de génériques. 63% des personnes interrogées acceptent de remplacer le médicament prescrit par le médecin par un générique proposé par le pharmacien. Selon cette étude, 76% des personnes estiment que les assurances complémentaires devraient prendre en charge le remboursement des médicaments déremboursés, contre 24%, et 76% le remboursement d'actions de prévention telles que les consultations diététiques ou d'infirmières, les bilans et dépistages. On n'y coupera pas. Le travail à distance s'installe dans les entreprises françaises. Depuis les pionniers en 2006,
Une centaine d'accords ont été signés dans les sociétés de plus de 150 salariés. Et la montée en puissance de ce dispositif, qui malgré son entrée dans le Code du travail en mars, doit affiner ses modes d'organisation, ne devrait plus cesser. Dans les pays anglo-saxons et les pays du nord de l'Europe, le télétravail concerne 20 à 30% des salariés et continue de progresser. En France, il ne touche encore que 12,4% des travailleurs, même si le taux de satisfaction est de 96% dans les entreprises où il a été mis en place, affirme Cécilia Durieux du cabinet Greenworking, auteur d'une étude commandée par l'ex-ministre Éric Besson. Cette possibilité offerte aux salariés de travailler quelques heures, quelques jours ou en quasi-totalité à l'extérieur du bureau offre des avantages. Les entreprises optent pour le travail à distance afin de permettre à leurs salariés de mieux concilier leur vie privée et leur vie professionnelle. Moins de transport et plus de calme, c'est plus de temps consacré au sommeil, aux loisirs. C'est aussi plus de concentration et moins de stress. Le télétravail permet d'améliorer la productivité de 22% en moyenne, estime la consultante. Cependant, si les télétravailleurs se disent heureux, les managers sont plus réticents. Pour réussir, ils doivent trouver un équilibre entre confiance et contrôle et apprendre à gérer leurs équipes autrement. Avec deux dérives à éviter, d'un côté le risque accru de ne plus trouver les limites entre travail et vie personnelle, et de l'autre, les difficultés à transmettre à distance les valeurs d'adhésion et d'engagement au projet de l'entreprise. Les premières tentatives pour saisir l'opinion des populations à l'occasion d'élections sont apparues au XIXe siècle aux États-Unis avec les straw votes ou votes de paille. Il s'agissait de simulations organisées par des journaux en interrogeant leurs lecteurs via différentes modalités, la plus courante étant le bulletin à découper et à renvoyer. Portant sur des échantillons très larges, constitués de façon aléatoire et n'offrant aucune garantie de représentativité, cette méthode se révèle assez rapidement insatisfaisante. Au début des années 1930, George Gallup, statisticien, sociologue et fondateur de l'American Institute of Public Opinion, 1935, développe une méthode scientifique de sondage d'opinion fondée sur le contact direct avec un nombre restreint de personnes, méthode des quotas, minutieusement sélectionnée pour être représentative de populations beaucoup plus vastes. C'est ainsi qu'en 1936, à partir d'un échantillon de 5000 sondés, panel représentatif, il prévoit la réélection du président américain Franklin Roosevelt avec 55,7% des suffrages. Il fera 61% quand le magazine Literary Digest, à partir de quelques millions de coupons retournés sur 10 millions envoyés, de listes de propriétaires de voitures et d'abonnés au téléphone, prédit la défaite du candidat démocrate au profit du républicain Alfred Landon. La justesse de la prédiction consacre la méthode. En 1938, les premières enquêtes d'opinion arrivent en France sous l'impulsion de Jean Stutzel, sociologue, inventeur du mot « sondage » et fondateur de l'Institut français d'opinion publique. On connaît la suite. Un Français sur deux a recours à l'automédication, une pratique qui reste basée sur les conseils du pharmacien, selon une étude IFOP-PHR, groupement de pharmaciens disant représenter 11% des pharmacies, publiée jeudi. Si 91% des personnes interrogées estiment que les Français consomment trop de médicaments, un sondé sur deux dit cependant acheter souvent ou de temps en temps des médicaments sans avoir consulté un professionnel de santé. La proportion est la même concernant l'achat après avoir pris conseil auprès d'un pharmacien. Parmi les personnes interrogées, 97% disent avoir tout à fait ou plutôt confiance en leur médecin généraliste, 94% en leur pharmacien. Mais pour l'obtention de conseils sur un renouvellement d'ordonnance ou les effets secondaires d'un médicament, 27% et 28% des personnes sollicitent respectivement en priorité les pharmaciens, le recours aux médecins se révélant ainsi moins systématique, note l'étude. Le pharmacien joue par ailleurs un rôle important dans la délivrance de génériques.
63% des personnes interrogées acceptent de remplacer le médicament prescrit par le médecin par un générique proposé par le pharmacien. Selon cette étude, 76% des personnes estiment que les assurances complémentaires devraient prendre en charge le remboursement des médicaments déremboursés, contre 24%, et 76% le remboursement d'actions de prévention telles que les consultations diététiques ou d'infirmières, les bilans et dépistages.